Pauline Marie, bonjour. Bonjour. J'ai le grand plaisir de vous recevoir dans une librairie magnifique à Lyon, l'œil Cacodilate, rue Auguste Comte, pour parler avec vous en particulier d'un livre, L'art assassin, histoire de crimes au cinéma. Pauline Marie, vous êtes historienne de l'art et écrivain, et ce livre, publié chez Rouge Profond, j'ai l'impression il vient asseoir votre personnalité d'autrice, vous qui avez publié en 2022 un livre très remarqué et très remarquable, votre première œuvre littéraire, Membre fantôme, c'était aux éditions des Cendres, ça a eu le prix Valérie Larbaud, et c'est un dialogue imaginaire extraordinaire entre trois membres coupés, la jambe coupée du peintre Hans Hartung, le bras coupé de Blaise Cendrars et l'œil crevé de Victor Bronner. Pauline Marie, j'ai l'impression que, en fait, vous passez par l'écriture littéraire, vous passez par la littérature pour traiter de sujets qu'au fond, les méthodes classiques de l'histoire de l'art ne pourraient pas traiter aussi bien. Oui, vous avez raison, j'essaie de contribuer à l'histoire de l'art par une écriture et des procédés littéraires. Il arrive qu'on ait des intuitions en histoire de l'art auxquelles on ne puisse pas aboutir sur le plan de l'écriture parce qu'on est limité par les sources, on manque d'archives, ce que j'appelle moi la pénurie du réel. Et donc, pour Membre fantôme en l'occurrence, si je peux en dire un mot, il me semblait impossible que Hans Hartung, qui a été amputé en 1945, donc à la guerre, n'ait pas ressenti de violentes douleurs fantômes durant toute son existence, et que cette souffrance chronique, finalement, n'ait pas eu des répercussions profondes sur sa manière de peindre, sa manière, par exemple, de gratter la toile avec un rasoir dans la peinture fraîche et de façon parfois un peu désespérée. Et donc, à ce moment-là, j'avais un problème, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de sources. Comment on fait pour trouver les sources de ça ? Il y a évidemment les archives médicales, mais en général, on en a assez peu. Et puis, c'est une matière muette qui ne parle pas. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, finalement, d'un récit littéraire. Je me suis dit, pourquoi pas imaginer une histoire où la jambe amputée de Hartung stagne comme ça dans les limbes, et tandis que le corps de Hans Hartung est resté sur terre. Et donc, dans ce récit, la jambe amputée vient comme ça hanter et harceler le corps de Hartung. Et c'est ce qui en fait, en fait un fantôme. Et dans les limbes, comme ça, la jambe vient rencontrer, en effet, d'autres fantômes, dont le bras coupé de Cendrars, puisque donc, Cendrars, comme vous le savez peut-être, a perdu un bras pendant la guerre de 14-18. Et donc, cette main lui raconte comment elle jalousait l'autre main restée sur terre. Cendrars avait dû réapprendre à écrire de la main gauche. Et il s'en est fait d'ailleurs toute une mythologie personnelle, puisqu'il se disait être le poète maudit, le poète bandit, comme ça, à qui Dieu avait coupé la main et qui avait été dans une forme de repentance chrétienne. Et tout ça donne un dialogue, puisqu'on va, les deux, la jambe et la main, vont rencontrer un troisième membre, qui est l'œil aux vertus d'oracle de Victor Bronner. Bronner qui donc a perdu son œil dans une bagarre à Montparnasse à coups de bouteille de vin. C'était en 1938. Et là, la chose est un peu différente. L'œil, finalement, est un petit peu l'œil ballon de Odilon Redon ou l'œil bleu d'Apollinaire. Et avant de flotter dans les limbes, il flottait dans le ciel. Et c'est lui qui avait choisi de se greffer à l'orbite de Victor Bronner pour l'envoûter comme ça de visions magiques. Et c'est lui qui avait décidé de s'en détacher au moment de l'accident. Donc, finalement, cette forme du conte philosophique, je ne la vois pas tellement comme une invention, je la vois plus comme une expérience de pensée. C'est-à-dire que pour moi, il s'agissait de combler les chaînons manquants à partir de mes pressentiments. Et toutes les informations, toute la matière qu'on peut trouver donc dans Membre fantôme est issue de sources primaires, ce qu'on appelle les sources primaires, donc, de témoignages directs, d'écrits d'artistes. Je n'invente rien, en fait. Je mets en situation des intuitions. Et c'est comme ça, en effet, que je passe par la littérature pour faire de l'histoire de l'art, finalement.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que au sujet de ces objets qui vous ont inspiré, je crois savoir qu'il y en a un en particulier, c'est cette prothèse de jambe qu'on a retrouvée dans les caves de la fondation Hartung Bergman, qu'on a véritablement exhumée, qui est un objet assez fascinant, puisque c'était la prothèse que mettait Hartung, encore que Hans Hartung était très mal à l'aise avec et que, en règle générale, il la remisait dans un placard. C'est un objet lourd, c'est un objet qu'on sent tout de suite assez ingrat, et cet objet, suite à l'écriture de votre livre, suite à Membre Fantôme, eh bien, j'ai osé personnellement, en m'inspirant vraiment de votre audace, j'ai osé l'exposer dans le parcours de visite de la Fondation. Il est à côté de l'urne funéraire d'Hartung, il est à côté de l'urne funéraire de Bergman, et le public peut voir donc cette prothèse comme une espèce de relique. Et ça, je le dois vraiment à votre livre, qui lui-même, je crois, doit une partie de son audace au fait d'avoir retrouvé cet objet. Et ce qui est très amusant, c'est que l'endroit dans lequel cette prothèse est exposée, je l'avais appelé le tombeau. Or, le tombeau, je m'en suis rendu compte rétrospectivement en relisant un livre que là aussi vous avez écrit, Hartung Nouvelle Vague, un livre sur Hartung et le cinéma. Le tombeau, c'était justement le nom qu'avait donné Jean-Luc Godard à une salle au Centre Pompidou lors d'une exposition en 2006 où il y avait Hartung qui se trouvait aux côtés de Matisse et Nicolas de Staël. Je voudrais en venir à L'Art assassin, Pauline Marie, Histoire de crime au cinéma, ce livre-là aussi qui, sur le plan littéraire, est absolument fascinant. Et alors, où il y a des classifications, en fait, d'artistes, j'allais dire par tare, hein, une catégorisation criminelle, avec, par exemple, les diables d'artistes et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, donc ça c'est un livre un peu différent, mais qui est aussi, que j'ai aussi travaillé dans un sens littéraire. En fait, on était du côté de la chair des artistes avec Membre Fantôme. Là, on serait plutôt dans le cerveau des personnages de films de cinéma. L'Art assassin, ça serait donc une sorte de promenade dans le cerveau de psychopathes ou de tueurs de circonstances. Et je vais expliquer un peu comment fonctionne le livre. Cette promenade, elle est organisée en étapes. Et chaque étape correspond à un portrait. Un portrait, donc, de personnages de films. Quel est le sens littéraire de ce livre ? Le voici. Tous les portraits, en fait, sont pris en charge par un seul et même narrateur qui est un peu polyvalent. Ce narrateur, il est à la fois un peu historien de l'art, un peu médecin psychiatre, puisqu'il va établir des diagnostics des personnages, comme vous dites, qui ont tous des tares différentes. Il est aussi un juge moral. Et il est surtout une sorte d'écrivain enquêteur qui vient chroniquer la vie au destin extraordinaire de ces personnages. Alors, destin extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'ils ont basculé dans la folie meurtrière à cause d'un éveil satanique à l'art, par exemple. Donc, ça va être la catégorie des diables d'artistes qui vont contracter un pacte faustien pour ensuite obtenir le talent artistique et la gloire. Donc, ça va être, par exemple, la main du diable. Ou des personnages qui vont avoir un destin extraordinaire parce que ce sont des pervers esthètes. Alors, des pervers esthètes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des assassins et des théoriciens de l'art en même temps. Ou alors, ce sont des criminels qui se font un plaisir d'assassiner artistiquement, un peu dans l'idée de ce qu'avait s'est amusé à théoriser au XIXe siècle Thomas de Quincey avec un ouvrage fameux qui s'appelle « De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts ». Exemple, Orange Mécanique de Stanley Kubrick, dans lequel le tueur a décidé de passer à tabac une vieille dame. Et pour ce faire, il s'empare d'une sculpture pornographique qui avait été prêtée pour le tournage par Herman Mankiewicz. Et finalement, il s'en empare avec cynisme et un peu au hasard. Mais je dis au hasard, mais il se trouve que le crime est prémédité. L'appartement de la dame a été repéré. Et peut-être que la victime a été choisie pour cette statue sur ce buffet-là qu'il sera si facilement jouissif de transformer en arme par destination et avec lequel il sera facile de faire un meurtre spectaculaire et artistique.
Voilà. Donc, pour chaque portrait, le narrateur fait les présentations du personnage et se pose une question. Et cette question, elle peut être d'ordre éthique, elle peut être d'ordre philosophique. Je vais développer sur ces énigmes qui se posent à chaque fois. Ensuite, il vient dérouler la vie du personnage comme une petite biographie. On est en général entre l'analyse médicale, le conte, le pur fait divers. Et à la fin, il répond à cette énigme. Toutes ces énigmes, elles vont dans le sens d'une seule et même question. Une question, en fait, que moi, je me suis posée et à laquelle je pense qu'il est difficile de répondre frontalement. Et cette question, elle vient après Zola et son Thérèse Raquin, après Oscar Wilde et son portrait de Dorian Gray, après Théophile Gautier, après Edgar Poe, par exemple. Cette question, c'est une tentation. Est-ce qu'il y a un lien mystérieux, une liaison secrète entre deux pulsions primordiales qui travaillent au corps le genre humain, une pulsion taboue, qui est donc la pulsion de l'envie de tuer, et une pulsion soi-disant d'émancipation, qui est la création artistique. Et Freud nous dit que la seconde pulsion nous retient, nous permet de nous retenir de la première. Freud nous dit que la sublimation par l'art nous empêche de passer à l'action, de tuer, et nous protège de nous-mêmes. Seulement, une certaine littérature, la littérature romantique, naturaliste, symboliste que je vous ai citée, la littérature du XIXe siècle, et surtout un certain cinéma, le cinéma des grands, donc de Hitchcock, de Fritz Lang, de Lars von Trier, de Tim Burton, mais aussi de cinéastes italiens qui sont assez peu connus et qui sont brillants et qui ont fait beaucoup de films d'horreur. Tous ces cinéastes-là nous disent le contraire. Tous ces cinéastes-là mettent en scène des personnages pour qui l'envie de tuer cohabite avec la pulsion artistique. Et donc, en fait, on comprend que l'art ne nous empêche pas de tuer. On comprend que la pulsion assassine découle peut-être de la pulsion artistique. Peut-être que l'un procède de l'autre et que ce lien, au fond, serait organique et fatal. Et pour terminer sur, finalement, l'enjeu qu'on pourrait dire fort du livre et son traitement littéraire, je dirais que j'ai essayé au maximum peut-être de renouveler un peu la critique de cinéma, puisque les films se retirent sur leurs personnages, les personnages se retirent sur des personnes existantes, et donc je traite ce monde comme si leurs personnages étaient des personnes réelles et que le monde du narrateur était celui du lecteur. Et la solution littéraire est là-dedans, je pense. Parce que finalement, quand on considère l'histoire réelle, parmi les artistes assassins, on trouve quasiment personne. Il y a Caravage, bien sûr. Il y a peut-être Benvenuto Cellini, l'orfèvre de la Renaissance. Enfin, à part ça, c'est très, 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 très faible. Oui, c'était tout l'enjeu, en fait. Comment prendre au sérieux une hypothèse scientifiquement fausse, à savoir que les artistes seraient des assassins, mais qui est extrêmement attirante. Et donc, vous citez Caravage, et en effet, le plus grand peintre de tous les temps est une personne qui a tué quelqu'un en 1606 à Rome. Caravage tue à l'épée un homme. Et ce basculement l'a conduit à l'exil, à la débauche, puisqu'il va mourir d'une façon désespérante et désespérée sur une plage à Porto Ercole, donc en Italie. Il va mourir de septicémie, c'est-à-dire d'une blessure qui s'est infectée après une énième bagarre. Et donc, finalement, des destins comme ça, dans la vraie vie, si j'ose dire, il y en a peu. Des génies qui ont tué en même temps, il y en a très peu. Voilà, donc ça, vous avez raison. Et avant de passer à l'écriture, c'est la première chose que moi, je me suis demandé. J'ai cherché d'autres noms. Le travail, d'une certaine manière, avait été fait avant moi. Je ne sais pas si vous connaissez un livre fascinant qui s'appelle « Les enfants de Saturne » de Margot et Rudolf Wittkower. Donc, c'est un couple d'historiens de l'art allemands qui, en 1963, publie un livre absolument fascinant qui fait l'inventaire de tous les déboires et de tous les crimes qui ont été commis
par des artistes de l'Antiquité à la Révolution française, il me semble. Et donc, la liste, c'est-à-dire leur viol, leur séjour en prison, leur arnaque, et tout ça est fait à partir de minutes de procès-verbaux, de carnets intimes. Donc, c'est passionnant et ça a été fait très sérieusement. Et en refermant le livre, c'est vrai que Cellini, Caravage, peut-être un ou deux, et encore, c'était des duels à l'époque, quasiment pas de meurtriers. Donc, pénurie du réel, ce que j'appelle la pénurie du réel. Comment fait-on? Alors, il y a plusieurs options. On peut faire un livre sur l'imaginaire collectif, un livre de plus, mais qui finalement passe un peu à côté du sujet, puisque je crois que ça contourne cette recherche de vérité humaine, si je puis dire, qui m'habite un peu. On peut faire comme Patricia Cornwell. Peut-être que vous connaissez Patricia Cornwell, qui est donc une grande romancière américaine et qui, elle, était convaincue que Jack l'Éventreur, c'était Walter Sickert. Walter Sickert, qui est donc ce peintre un peu impressionniste, ce peintre londonien du 19e siècle, qui était ami de Degas et qui représentait des entrejambes de prostituées dans des chambres un peu sordides de Camden à Londres. Et Patricia Cornwell a publié une très grosse enquête. Elle a dépensé une fortune pour acheter des tableaux de Sickert, pour faire relever l'ADN en laboratoire, qu'elle a comparé avec l'ADN retrouvé sur des lettres qui avaient été envoyées à l'époque à la police de gens qui se revendiquaient à Jack l'Éventreur. À un moment donné, ça a coïncidé. Et donc, ce livre a été un best-seller. Bon, malheureusement ou heureusement, il a été invalidé par des spécialistes. Et a priori, Jack l'Éventreur n'est pas Walter Sickert. Il n'empêche que Patricia Cornwell, elle donne une réponse de l'art assassin. Elle vient, elle aussi, s'intéresser par ce biais à cette intuition fascinante. Eh bien moi, quelle était ma réponse? Ma réponse, ça a été une expérience de pensée. Donc j'en dis un mot rapide là-dessus. Certes, les artistes ne sont pas des assassins, mais dans un monde où tous les artistes seraient des assassins, qu'est-ce que ça donnerait? Quel serait leur style? Que peindraient-ils? Comment ces gens-là seraient amenés à tuer, finalement. Voilà. Alors c'est drôle parce que, au fond, vous parlez d'un grand refoulé historique. Et moi, ça me fait penser, je ne sais pas si l'analogie va vous parler, hein, ça me fait penser à un auteur que j'estime énormément, qui est Philippe Muret, et notamment à son livre « Le 19e siècle à travers les âges ». Que fait Philippe Muret dans le 19e siècle à travers les âges? Eh bien, il cherche en fait le refoulé historique du 19e. Et il dit, derrière le positivisme, le scientisme, le socialisme, tous les progressismes, il y a l'occulte. Bon. Et il se livre par moments à des expériences littéraires qui sont étonnantes. J'ai le souvenir, je ne suis pas tout à fait sûr de moi, mais que à un moment donné, il fait comme si c'était soit Zola, soit Victor Hugo qui étaient cités, et puis finalement, il nous révèle que la citation est une citation de Hitler. Donc, c'est évidemment exactement ce qu'un historien sérieux considérerait comme absolument malhonnête intellectuellement, mais je trouve, moi, que ça produit des effets, par exemple des effets de sidération, et que ça nous permet de penser les choses tout à fait différemment. Ça permet de changer de point de vue et vraiment d'avoir une licence, une latitude conceptuelle beaucoup plus large. Alors je ne sais pas, est-ce que ça vous parle une analogie comme celle-là? Oui, je pense notamment au 19e siècle à travers les âges. Oui, c'est ça. De Philippe Muret. Et c'est vrai que c'est un ouvrage passionnant, parfois un peu difficile à lire, mais qui est extraordinaire puisqu'on a l'impression que l'historien se saisit de la plume et vient finalement tutoyer peut-être les différents écrivains. Il vient parler de Gérard de Nerval qui présentait son crabe ou son homard, je crois. Son homard avec. Et puis il vient parler comme ça de Victor Hugo, et puis il se met dans la tête de Victor Hugo, qu'est-ce qu'il pense comme ça quand il est face à l'océan. Et il développe en effet cette hypothèse. Et il y a des ruptures de ton et de rythme assez déconcertantes. Et je ne sais pas si Philippe Muret m'a inspiré pour l'art assassin. En tout cas, j'ai pensé après coup à la méthode de la paranoïa critique de Salvatore Dali. La méthode de la paranoïa critique, qui est en fait un concept développé par Dali,
et qui est un peu facilement ravalé à la loufoquerie parce que c'est Dali et qu'il est provocateur, mais moi je le trouve finalement très articulé et inspirant. Que nous dit Salvatore Dali? Dali nous dit « Un paranoïaque critique a la faculté de transposer et d'objectiver son délire en dehors de lui. » Et c'est son grand talent, son talent d'artiste. Donc ça commence avec Léonard de Vinci, qui regarde le mur et qui aperçoit dans les taches d'humidité informelle des batailles navales et qui peut montrer du doigt à n'importe qui ces batailles navales et on les verra. Et puis ça continue, et c'est là peut-être le lien que je fais aussi inconsciemment avec Muret, ça se termine par Hitler, et c'est pas faux d'ailleurs. Il nous dit Hitler a un pouvoir de persuasion impérialiste. Hitler a été le paranoïaque critique de la politique. Donc évidemment, il ne le dit pas avec des visées idéologiques de dénonciation comme Muret, mais en tout cas, il fait ce lien. Et donc si on oublie les références et qu'on garde la question du délire objectif, je pense qu'elle peut avoir un écho dans l'écriture comme ça, qui est à la lisière de l'histoire de l'art et de la littérature. Je vous donne un exemple encore de Dali, pour rejoindre l'art assassin. Donc Dali dit le paranoïaque est persuadé que sa famille veut l'empoisonner, par exemple, ce qui est faux. Mais pour le démontrer, il va chercher quantité de preuves de façon obsessionnelle. Et en cherchant, il va trouver tous les sentiments hostiles qui habitent sa famille. Et finalement, le faux l'aura mis sur la piste du vrai. Eh bien, c'est un peu ça que je fais avec l'art assassin. Je systématise un délire d'interprétation. Il n'est pas question d'un monde où un artiste ne serait pas un assassin et vice-versa. Et à partir de là, je vois ce que je peux tirer de ce délire, de ces projections. Et donc, ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de révéler tous les secrets cachés des décors de films, des œuvres d'art, des faces cachées, des tares, comme vous dites, des personnages. Donc voilà, c'est une question autour de laquelle on tourne, une question autour de laquelle on réfléchit, qui est ce lien mystérieux entre pulsion meurtrière et pulsion artistique. Il n'est pas tant question pour moi de passer par la fiction, puisque je m'appuie sur le travail des cinéastes. Et qu'est-ce que fait qu'un cinéaste? Pour moi, le cinéaste n'est pas dans la fiction. Le grand cinéaste met en scène des vérités humaines. Et ces vérités humaines, peut-être qu'avec ce livre, je tente de les élucider alors qu'elles seraient un peu enfouies et cachées dans les films. Alors, dans votre livre, il y a un artiste assassin un peu à la Salvador Dali. Ah, c'est dans le Batman de Tim Burton, le personnage du Joker. Et dans le Batman de Tim Burton, je me rappelle la façon dont le Joker, à un moment donné, va dans un grand musée, assassine le public, et ensuite se livre à une espèce de performance de vandalisme, où il détruit tout, il asperge toute peinture. Et alors il sauve simplement une œuvre, c'est une œuvre de la défiguration, c'est une œuvre de Francis Bacon. Mais ce que je trouve vraiment incroyable dans votre livre, Pauline Marie, c'est qu'il est par ailleurs très écrit iconographiquement. Il est merveilleusement édité. Et quand vous parlez donc du Batman de Tim Burton, eh bien, vous livrez un mano à mano entre deux images, à la fois celle donc du Joker et pendant sa performance mortifère dans le musée, et vous mettez en regard une image beaucoup plus récente, celle des activistes, des militants écologiques qui ont fait ces performances très très commentées dans les médias, où ils sont venus donc asperger de peinture des œuvres. Oui. Alors le film, peut-être que vous l'avez en tête, c'est donc la version de Batman en 1989 de Tim Burton. Et on a ce Jack Nicholson comme ça, qui a ce sourire figé qui lui monte jusqu'aux pommettes des lèvres et qui, en Joker fou, vient quelque part moquer les moqueurs de l'art, puisqu'il se comporte comme une sorte d'Yves Klein qui viendrait barbouiller de peinture, non pas des modèles cette fois, mais des toiles. Il vient jeter donc de la peinture sur les danseuses de Degas, sur ces comparses viennent poser d'empreintes à la peinture, encore une fois, des portraits de Rembrandt. Et donc, c'est une sorte de promenade, là aussi, décadente. Et
quand j'ai revu le film récemment, tout de suite j'ai pensé à ces images que vous avez sans doute croisées dans la presse, de militants écologistes, plus souvent la nouvelle génération de gens assez désespérés, qui s'en prenaient aux œuvres d'art en aspergeant de soupe ou de peinture des chefs-d'œuvre de musées historiques pour dire quelque part, réveillez-vous, vous êtes en train de vous occuper de représentation de la nature alors que la nature est une poubelle et qu'il faudrait chérir, plutôt choyer notre planète qui est en train de dépérir plutôt que muséifier peut-être ce qui n'est que de la représentation. Alors peut-être je leur prête un propos intellectuel qu'ils n'ont pas, mais moi je le voyais comme ça. J'ai été assez touchée finalement par leur démarche qui a été très critiquée. Et donc, en effet, je vois le lien que vous faites avec Dali et le lien que vous faites peut-être avec Muret. Il s'agit de proposer des confrontations un peu audacieuses qui n'ont rien à voir et de voir ce qu'on en tire. Je me permettrai juste de dire que ce rapprochement, il prend place dans un portrait d'un autre personnage qui est le Joker de Todd Phillips. Vous avez peut-être vu donc, en 2019, qui a été magnifiquement interprété par Joaquin Phoenix. Et donc, est une sorte d'intermittent du spectacle, on pourrait dire voilà, de chômeur dans une ville de traders qui essaye de faire des numéros de stand-up, mais finalement, ça ne marche pas. Donc, c'est une sorte d'artiste raté qui va prendre sa revanche comme ça. Et finalement, tout ce développement-là vient chercher une référence plus enfouie, parler de référence enfouie, qui est ce livre extraordinaire de Victor Hugo qui s'appelle L'homme qui rit, publié en 1869. Donc, c'est l'histoire d'un saltimbanque qui, à la naissance, a été défiguré. On lui a taillé dans les joues un sourire. Et plus tard, pour gagner son pain, il est saltimbanque et il montre sa tête qui semble toujours rire. Et c'est ainsi qu'il est moqué du public. Et dans le Joker de Todd Phillips, on a quelqu'un qui a un handicap. Quand il veut exploser en pleurs, quand il est gagné par les sanglots, il se met à rire. D'où son incompréhension. C'est évidemment une formidable métaphore de l'autisme et de plein de choses. Et au fond, je crois que c'est peut-être ça aussi, à ce moment-là, un artiste assassin. C'est un ancien saltimbanque, c'est un performeur qui travaille avec son corps et qui prend sa revanche sur les foules qui l'ont humilié, parce que son art était finalement incompris. Voilà les passerelles et les chemins que j'essaye de prendre, la fameuse promenade que je fais à travers le cerveau des psychopathes. Alors, dans cette promenade, il y a tellement de cas de figure absolument insensés qu'on ne peut pas tous les citer, mais j'aimerais évoquer celui de l'adaptation du fameux livre d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, adaptation cinématographique où on fait appel à un peintre, Ivan Albright, peintre assez connu du néo-réalisme américain, réputé pour ses portraits sans concession, avec un style souvent très âpre. Et alors c'est absolument incroyable, puisqu'on va demander à Ivan Albright de faire le portrait dégénérescent de la femme, mais Ivan Albright va imposer son frère jumeau, Malvin, pour venir travailler avec lui. Et Malvin est en charge du portrait du début, du beau portrait du héros. Sauf que Malvin est considéré comme pas suffisamment efficace et donc il est renvoyé par le studio. Donc il y a quelqu'un qui vient le remplacer. Alors Ivan Albright, lui, pour faire ce tableau, va utiliser des lampes à arc qui lui permet donc de faire une œuvre qui aujourd'hui est dans un musée, est une œuvre absolument fascinante. Et donc vous nous racontez comme ça plein d'histoires, je dirais, des coulisses des tournages. Et c'est vraiment des histoires tout à fait édifiantes. Mais vous ne vous contentez pas de faire ces anecdotes, pas du tout. Il y a par ailleurs beaucoup d'analyses dans votre livre. Et alors, par exemple, moi qui étais persuadé de tout comprendre et de tout connaître de Psychose, en vous lisant, je me suis aperçu que je n'avais pas véritablement saisi la personnalité de Norman Bates, interprétée par Anthony Perkins. Oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, Psycho, c'est peut-être le plus grand film du cinéma, et pas seulement d'Hitchcock, du cinéma américain, du cinéma tout court. Et je pense que vous l'avez tous vu. Et en fait, on en a gardé l'image
d'un tueur un peu adolescent attardé, un peu idiot du village. Et en fait, si vous vous souvenez bien, le schizophrène qui est joué par Anthony Perkins est un collectionneur d'art. Il ne collectionne pas simplement des oiseaux empaillés, il collectionne dans son petit bureau personnel, derrière le comptoir du motel, une série de tableaux au thème de Suzanne et les vieillards, donc, qui est un épisode de la Bible, du livre de Daniel. Suzanne au bain, une jeune fille, pour résumer, qui est près d'une fontaine, qui est épiée par deux vieillards qui viendront à sa rencontre et qui la violeront. Et évidemment, le thème a été dûment choisi, j'ai envie de dire, encore moins par Hitchcock, surtout par Norman Bates, puisqu'encore une fois, il s'agit de les traiter comme des personnages qui ont existé. Et donc, dans la tête du schizophrène de Norman Bates, il se joue quelque chose quand il regarde ces tableaux et quand il les manipule. Quand il les manipule, notamment pour décrocher l'un d'eux, qui est une copie d'un tableau d'un peintre hollandais du XVIIIe siècle. D'ailleurs, le tableau a disparu parce qu'il a été volé un jour dans un musée et la seule représentation qu'on en a, c'est cette image en noir et blanc dans le film, puisque le film est en noir et blanc. Et donc, quand Norman Bates décroche ce tableau pour, dans le trou du mur, épier, reluquer la cliente de motel, qui est donc la victime, et qui se déshabille pour aller prendre non pas un bain mais une douche, c'est exactement la même chose. Dans la tête de Norman Bates, on pourrait dire que c'est à ce moment-là qu'il vrille. Finalement, comment fait-on pour passer de la collection d'art à la pratique artistique? Réponse de Hitchcock, en tuant. En passant de l'autre côté du décor, en décrochant ce tableau et en allant poignarder une femme qui aurait pu être tout aussi bien violée. Et l'identification, comme tous les schizophrènes, à ces tableaux est significative, puisque ce sont deux vieillards, et lui, il est double. On voit d'ailleurs qu'il est il est plus près dans sa tête du vieillard collectionneur d'art et du vieux lubrique, plutôt que de l'adolescent idiot du village, comme je disais au départ. Donc voilà. Autre chef-d'œuvre dont vous parlez, Les yeux sans visage de Franju. J'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus. Oui, alors est-ce que vous connaissez le film? Alors, d'accord. Alors, donc je vous le conseille, hein, c'est un film extraordinaire qui sort d'ailleurs un an après Psycho, qui a été réalisé par Georges Franju. Alors, Les yeux sans visage, film en noir et blanc, ça raconte, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est défigurée, dont le visage a été brûlé dans un accident de voiture. Et son père, qui est chirurgien, et qui est la cause de ce terrible accident puisqu'il était ivre au volant de cette voiture, s'obstine à vouloir la greffer avec le visage d'autres jeunes beautés, donc des jeunes étudiantes, à chaque fois dont il va se débarrasser par le meurtre. Et évidemment, c'est là le drame, la greffe rate à chaque fois. Donc l'artiste assassin, d'une certaine manière, ce serait notre chirurgien sculpteur. Le narrateur s'appuie sur toute une histoire de l'art pour en parler. Et la victime, c'est bien évidemment Christiane, sa fille. Et en fait, Christiane est cachée dans un château, mais elle est aussi cachée à elle-même, puisque son père l'oblige à porter continuellement, toute la journée, un masque blanc en latex tout simple, qui vient quelque part homogénéiser, faire disparaître tout simplement les purulentes cicatrices de son visage. Et dans le livre, le narrateur nous dit que ce masque provient, a été inspiré par la poupée de Hans Bellmer. Donc la poupée de Hans Bellmer, c'est l'une des œuvres les plus perturbantes du surréalisme, qui a été comme ça travaillée dans les années 30. Et pourquoi elle est perturbante? Parce que c'est la représentation d'une petite fille. Alors il y a eu des séries photographiques qui ont été publiées dans la revue surréaliste Le Minotaure, mais c'est une sculpture, une petite fille avec tous les attributs de la Lolita, petite soquette blanche, mocassin noir, mais dont les membres sont contorsionnés et qui porte un visage blanc, de la même facture, si j'ose dire, que notre poupée dans Les yeux sans visage de Franju. Et en fait, à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut comprendre que le comportement du père est assez incestueux.
C'est-à-dire que finalement, il vient triturer sa fille en l'opérant et comme je vous l'ai dit, il a commencé par la détruire. Or, Hans Bellmer était très épris de sa petite cousine Ursula, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, et donc la poupée est une sublimation d'un inceste. Et donc, finalement, en identifiant, en retrouvant la source inconsciente de ce masque et de ce personnage, on peut arriver à comprendre la nature de notre artiste assassin dans le film. Et je dirais autre chose, c'est que finalement, je pense que depuis mon premier livre, qui s'appelle Le Voyeur et l'halluciné, j'essaie de faire remonter des images à la surface. J'essaie de faire apparaître ce que j'appellerais des images rémanentes. Une image rémanente, c'est en optique, qu'est-ce que c'est ? C'est une image qui continue d'apparaître à la rétine, même lorsqu'on a fermé les yeux, ou après qu'on a fermé les yeux, malgré la disparition de l'objet. Et je crois que je ne suis pas la seule à avoir pensé aux yeux, à la poupée de Hans Bellmer dans Les yeux sans visage. Il est probable que d'autres personnes, en regardant le film, y aient pensé inconsciemment. Mais de la même manière que les images rémanentes sont présentes, mais sont camouflées par la conscience, on préfère voir une actrice, parce que c'est plus facile, que le souvenir du Bellmer qui d'une certaine manière, est camouflé. Et donc peut-être qu'écrire entre l'histoire de l'art et la littérature, comme je le fais, c'est traiter les images rémanentes. Oui, alors c'est étonnant parce que ça me parle ce que vous dites sur les images rémanentes, Pauline Marie. Il se trouve que je publie prochainement un roman qui s'appelle Les yeux de Mona et qui traite de cette question. L'histoire en est assez simple, c'est une petite fille qui est menacée de cécité. On redoute qu'elle devienne aveugle. Et son grand-père a une idée, il se dit, dans l'hypothèse où elle deviendrait complètement aveugle, il faut au moins qu'elle garde dans sa mémoire, donc une rémanence, toutes les beautés du monde. Et donc il l'emmène dans des musées, au Louvre, à Orsay, à Beaubourg, pour, je dirais, l'imprégner d'œuvres qui soient des œuvres vraiment inoubliables et qui soient définitivement dans sa tête. Et ce qui est amusant par ailleurs, c'est que moi, en écrivant ce livre, Les yeux de Mona, j'ai cherché à faire en sorte que le grand-père apprenne à la petite fille et nous apprenne par ce biais que les œuvres d'art sont aussi le support de messages moraux, philosophiques, existentiels. Parce que je fais partie d'une génération qui a baigné, en particulier dans les années 90, dans le culte de l'autoréférentialité. C'est-à-dire, en gros, l'idée que les œuvres d'art, les artistes ne parleraient que d'œuvres d'art et d'artistes. Une espèce de circularité un peu mortifère. Et au fond, ce que j'ai cherché à montrer dans ce livre, c'est que l'art pouvait, devait, savait être au service de la vie. Oui, et donc si je peux me permettre, si je peux dire un mot sur Les yeux de Mona, qui est un roman que j'ai eu la chance de découvrir assez tôt et qui est vraiment extraordinaire, c'est que le grand-père, justement, se dit que si jamais elle devenait aveugle, ce qu'on apprendra à la fin, elle aurait pour elle, avec elle... On apprendra à la fin si elle le devient ou non, si exactement, je peux me permettre. Oui, c'est ce que je voulais dire. Elle aura pour elle et avec elle un monde recréé d'œuvres d'art qui se substituerait d'une certaine façon à tous les objets du monde actuel qui sont assez laids. Et je crois qu'il fait référence d'ailleurs à la chambre de la petite fille qui est pleine de posters terribles. Et donc finalement, un peu comme Mona, on vit tous avec des images rémanentes. Et si Mona devenait ou devient aveugle, ce qu'on saura encore une fois qu'à la fin du livre, eh bien, elle vivrait avec un tas d'œuvres d'art. Et finalement, moi, je pense que l'exercice de son regard critique commencerait vraiment. C'est-à-dire que tous les détails importants des œuvres d'art jailliraient, les détails qu'elle n'a pas forcément vus au moment où elle les contemplait de façon consciente. Et tous ces détails, peut-être, seraient retransformés d'une façon paranoïaque, mais si on reprend Dali, d'une façon critique et en fin de compte poétique. Voilà, c'est peut-être ma petite analyse. Je vous remercie infiniment, Pauline Marie. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle donc
vraiment l'existence de ces deux livres merveilleux, L'art assassin, histoire de crime au cinéma et Membre fantôme. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, merci à vous.